On est actuellement le mardi 25 février 2025 et je viens d'avoir une chouette idée. Vous savez que depuis 2 ans maintenant, j'aime bien vous faire un petit bilan chaque année des lectures que j'ai lues. Et en fait, je me suis dit que ce serait quand même un peu plus sympa et un peu plus challengeant aussi de vous en parler au fur et à mesure en fait tout au long de l'année et d'en faire une vidéo que je posterai à la fin. Voilà, c'est pourquoi cette première séquence, elle commence fin février et la dernière sera probablement enregistrée en novembre ou en décembre 2025, je l'espère. Donc comme je vous le disais, on est déjà fin février 2025 et j'ai lu, 5-6 bouquins déjà je crois. À noter également que j'aimerais lire beaucoup plus que ça, c'est juste que vu que je suis en 3e année de licence d'histoire, généralement à la fin de la licence les exigences se corsent un petit peu plus et les révisions prennent du temps. Donc je passe pas ma vie plongée dans les bouquins, à mon grand regret. Mais voilà, j'avais déjà envie de vous parler du premier livre que j'ai lu cette année. Faut que je retrouve la liste, attendez. Ah oui, donc déjà, le premier livre que j'ai fini en 2025 et que j'avais attaqué fin 2024, c'est le tome 2 de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Et d'ailleurs, actuellement, je suis en train de lire le tome 3. Je l'ai commencé il y a 3 jours. J'adore cette saga. J'espère que j'aurai toujours le même plaisir à la lire dans les mois qui suivent, parce que la saga de L'Amie prodigieuse, c'est en 4 tomes. Et j'aimerais trop en faire une vidéo spéciale, comme je l'avais fait pour le tome 1. Une fois que j'aurai fini la saga, je parle de toute mon expérience avec cette saga qui m'a vraiment ouvert les yeux. C'est ce genre de bouquin, en fait, qui vous donne envie de vous replonger dans la lecture et qui, en plus de ça, vous invite à faire une introspection sur vous-même, parce que on peut facilement s'identifier au personnage principal. Mais j'ai trouvé, effectivement, que ce tome 2, il était un peu moins bien que le tome 1, dans le sens où il y avait des passages qui étaient peut-être un peu trop niais, un peu trop longs, un peu trop adolescents. Alors ok, ça fait partie de l'évolution du personnage principal, mais ça m'a un peu gavé des fois. Voilà. Mis à part ça, c'est toujours un plaisir de lire cette autrice. Là, je vais ranger ma vaisselle et je vais vous parler aussi des 2 livres que j'ai lus, je pense, le mois dernier, donc c'est en janvier 2025. Et je vais vous dire pourquoi ils m'ont pas plus transcendé que ça. Alors j'ai lu Fondation de Isaac Asimov, du coup, sur les bons conseils de mon copain. Isaac Asimov, il est très connu pour avoir écrit sa série de nouvelles sur les robots aussi. J'en ai lu quelques-unes et puis après j'ai arrêté parce que ça m'avait un peu saoulée. Et en fait, ça m'a pas tant plu que ça, Fondation. Déjà, j'ai eu la bonne idée de le lire à une époque où j'étais en plein dans mes partiels, super idée. Et puis même si ça explore plein d'aspects politiques, historiques, philosophiques, au travers de la science-fiction du coup, et je sais pas, ça m'a pas plus transcendé que ça. Autre fait que j'ai remarqué dans ce bouquin, ce n'est que le tome 1, je sais pas ce qu'il en est dans les tomes suivants, mais il y a très peu, voire pas de femmes en fait, de personnages féminins dans Fondation d'Isaac Asimov. Encore une fois, j'ai lu que le tome 1. Et je pense qu'à l'époque, il s'en battait un petit peu les couilles de se montrer inclusif. Non, par contre, premier degré, sur tout le côté réactionnaire du genre de la science-fiction, je vous invite à regarder la vidéo de Margorito sur le sujet, si elle est encore en ligne à l'heure à laquelle je posterai cette vidéo. Mais en fait, Asimov était un auteur extrêmement problématique, voilà. Et c'était pas le seul dans son genre, évidemment. Autre livre dont je voulais vous parler qui m'a plu moyennement, c'est Thérèse et Isabelle de Violette Leduc. Après avoir lu Les Nuits Bleues d'Anne Fleur Multon, c'est une romance lesbienne que j'ai beaucoup aimée, et j'ai demandé sur Insta, et plus particulièrement à un pote qui s'y connaît pas mal en romance queer, de m'en conseiller une nouvelle. Parce que moi j'ai un peu du mal avec les romances de base. C'est juste pas mon truc, mais je suis quand même curieuse d'en découvrir un peu plus. Et du coup, ce pote-là m'a conseillé et prêté le livre Thérèse et Isabelle de Violette Leduc. Je vous embarque. Le truc, c'est que ça m'a pas forcément touché plus que ça. C'est une histoire d'amour à l'internat dans les années peut-être 50, 60, je sais plus, c'est mi-20e siècle. Donc les amours lesbiennes dans un internat entre 2 ados, ça ferait scandale. Et en fait, voilà, ce livre, pour l'époque, il était peut-être un peu osé. Et je comprends la démarche de l'autrice. Ça met en lumière les véritables amours lesbiennes. Et parfois, c'est même très touchant. Mais le fait est que, en fait, c'est too much. La façon dont c'est écrit, c'est trop théâtral. Et pour moi, je trouve que c'est pas réaliste, en fait. Et c'est pour ça que ça ne m'a pas touchée. Mais encore une fois, ça m'a permis de découvrir une nouvelle romance lesbienne, mais pour l'instant, dans mon coup de cœur, vraiment mon coup de cœur, c'est Les Nuits Bleues d'Anne Fleur Multon. Donc je sais pas si je relirai cette année, il n'y en a pas de nouvelles dans ma palle, mais bon après, voilà, ma palle, c'est une liste non exhaustive, donc à tout moment, je passe à la Fnac ou dans une librairie et je m'achète une romance queer.
Donc j'ai aussi lu 2 bandes dessinées le mois dernier, je crois. Donc déjà, il y avait la BD des Red Hot Chili Peppers. Donc je connaissais déjà très bien ce groupe. Je l'écoute régulièrement. Mais quand même, dans cette BD, j'ai pu apprendre voilà quelques anecdotes sur la formation du groupe, sur les anciens membres. Et des fois, je lisais des passages vraiment hyper émouvants, notamment sur le chanteur Anthony Kiedis. Je savais qu'il avait été pendant longtemps était un junkie en fait, qu'il y avait des gros problèmes avec la drogue. Je crois, si je dis pas de conneries, qu'aujourd'hui il s'en est sorti du coup. Mais le passage qui m'a particulièrement ému, c'est celui sur la descente aux enfers du guitariste John Frusciante, dont je connaissais déjà bien l'histoire. En fait, le guitariste des Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, il écrit aussi des chansons. Et je chiale dessus. Et je les écoute tous les jours, tout le temps. J'aime énormément ce mec, j'aime beaucoup sa vibe, sa démarche artistique, la façon dont il vit la musique sur scène, tout particulièrement. C'est un putain de guitariste. Et Bichette, il a vécu des trucs pas ouf, quoi. Donc j'ai fini de faire ma fanzouze, je peux vous parler de l'autre BD, enfin plutôt un conte illustré du coup que j'ai fini la semaine dernière, que j'ai commencé et fini la semaine dernière du coup. C'est Le Voyage de Shuna de Hayao Miyazaki. Tous les fans de Ghibli, vous pouvez vous jeter dessus les yeux fermés. Hein. Le Voyage de Shuna, c'est l'histoire de ce petit garçon là, enfin ce jeune homme du coup. Il est à la tête d'un village ancestral qui est un peu miséreux, hein, on va pas se le cacher, voilà. Tapis dans les montagnes. Et en fait, il a entendu parler de la part d'un voyageur d'une graine sacrée qui permettrait à son peuple de ne plus être inquiété de la faim. Du coup, il part en quête, Shona, de cette graine sacrée. Il part à l'ouest et il va vivre de très belles aventures et parfois des trucs un petit peu plus sordides. Et ce conte regorge d'énormément de valeurs, notamment sur la question du rapport à l'autre. Ça parle aussi pas mal d'écologie. Et enfin, je vais vous parler du dernier livre en date que j'ai lu. Et après, je vous lâche la grappe pour aujourd'hui, on se retrouvera plus tard. Il s'agit du Confident de Hélène Grémillon. En fait, c'est l'histoire de Camille qui, je pense, a une bonne trentaine d'années, elle vit dans les années 70 et elle vient juste de perdre sa mère. Et parmi les lettres de condoléances qu'elle reçoit, elle va découvrir un étrange courrier qui commence à lui parler de Seconde Guerre mondiale, d'un amour entre un certain Louis et une Annie. Donc elle connaît ni Louis ni Annie, elle comprend pas pourquoi on lui parle de la Seconde Guerre mondiale. Au début, elle pense que c'est une erreur, mais en fait, elle va recevoir ce genre de courrier une fois par semaine, mais elle est liée en tout cas à tout ce qui se passe dans ces récits épistolaires. C'est un roman épistolaire d'ailleurs, Le Confident, et j'ai quand même trouvé que c'était assez dur à lire. C'est assez dur à lire parce qu'on se plonge littéralement dans le récit. Ça parle de Seconde Guerre mondiale, c'est pas forcément hyper joyeux à lire. Je vous en dis pas plus, mais il y a tout un questionnement, un raisonnement sur le concept de maternité, notamment qui tourne autour des femmes stériles et qui peinent à avoir des enfants. Et il y a un personnage très important dans ce bouquin qui justement peine de fou à tomber enceinte, du coup, à avoir un enfant, et ce qui va la pousser à faire des moves hyper questionnables. Ça m'a un peu mis mal à l'aise parfois. Mais mis à part ça, j'ai trouvé que c'était quand même un bon livre. Je voyais la fin venir, grosse comme une maison, on va pas se le cacher. Honnêtement, c'était plutôt sympa à lire, mais accrochez-vous si vous voulez découvrir cette lecture. C'est un peu dur, hein, émotionnellement, on va pas se le cacher. Putain, ma gueule, c'est phénoménal. J'espère que d'ici la fin de la vidéo, j'aurai une coupe potable, parce que là, ça la repousse, hein, des cheveux courts. Je sais pas cadrer, c'est horrible. Enfin, voilà, c'est à peu près tous les retours que j'ai à vous faire pour aujourd'hui sur mes premières lectures de l'année. Je pense que je reprendrai la caméra d'ici quelques jours, voire quelques semaines quand j'aurai fini le tome 3 de l'Amie prodigieuse, parce que ouais, c'est ma lecture actuelle comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo. À très vite. Eh bien le bonjour, nous sommes actuellement le 2 mars 2025, vous êtes posé sur le tome 3 de l'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. J'ai pas trop eu le temps d'avancer dans cette lecture cette semaine parce que, petite remise en contexte, actuellement on est dimanche, je suis enfin en vacances et cette dernière semaine de cours là, elle était dense, on va pas se le cacher, j'avais pas mal de trucs à faire et de trucs à rendre, du coup j'ai pas trop eu le temps de lire. Ce que j'espère pouvoir faire du coup pendant cette semaine de vacances. Mais du coup j'ai pas repris la caméra pour faire un petit point lecture, mais plutôt pour faire un petit book haul. Et oui, je sais que ça rentre pas vraiment dans le thème de la vidéo. Après, de 1, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Et de 2, je me dis que dans tous les cas, en fait, cette vidéo elle fera office de vlog annuel. Donc autant en profiter, ça reste dans le thème.
je vous présente des bouquins, ça reste dans le thème. Ils sont juste là et j'ai eu tout ça pour la modique somme de 2 €. En fait, dans mon quartier universitaire, il y a une librairie très chouette qui vend des bouquins neufs, des sorties récentes. Mais il y a également un étage où ils vendent du coup des livres d'occasion et il y a même des bacs à 0 voire 1 € et je suis allée piocher là-dedans parce que je suis un énorme rat. Et petit spoiler, les livres que je vais vous présenter sont pas forcément hyper fun et je vous expliquerai pourquoi je les ai choisis après vous les avoir présentés. On va commencer par L'Obélisque Noir de Maria Remarque. Alors cet auteur, c'est celui qui a écrit À l'Ouest, rien de nouveau. Et si vous avez la flemme de lire, je vous conseille le film sur Netflix qui est excellent et qui va vous arracher d'énormes larmes. Alors avant de vous parler de L'Obélisque Noir, petit point rapide sur l'auteur et l'œuvre À l'Ouest, rien de nouveau. Maria Remarque, c'est un auteur allemand qui a vécu la Première Guerre mondiale. Il me semble qu'il est allé dans les tranchées, il a vu l'horreur de la guerre en tant que très jeune adulte, mais du côté allemand cette fois. Et en fait, cette horreur-là l'a rendu pacifique, ça l'a dégoûté de la guerre. C'est pourquoi quand il a vu la montée des idées nationalistes en Allemagne dans les années 20 et la montée du nazisme dans les années 30, il s'est barré, clairement, et il est allé aux États-Unis et il me semble qu'il a eu la nationalité américaine. Et cet auteur, il a beaucoup écrit, il me semble, sur les guerres mondiales, sur l'entre-deux-guerres, et notamment du côté allemand. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil dans L'Obélisque Noir. Alors je cache une partie de la couverture parce qu'actuellement, sous ma main, il y a le dessin d'une croix gammée, voilà. Ça se passe du coup dans l'Allemagne des années 20, où les Allemands vivent de plein fouet l'inflation. Et les personnages de ce roman font face à la montée du nationalisme allemand, ce qui va pré-shot le nazisme en gros. Et du coup, pourquoi j'ai choisi ce bouquin? Déjà parce que je voulais lire pour une fois la plume de Remarque. Et je me suis dit également, bon, j'ai lu des romans, des fictions un peu sympathiques et tout. J'estime que je m'informe assez du côté des médias, mais selon moi, l'information, ça passe aussi par la littérature. Et je me dis que des histoires comme celle-ci sont nécessaires, surtout par les temps qui courent. Donc je vous l'ai dit, on est début mars 2025. Je sais pas ce qu'il en sera de l'état du monde à la fin de cette vidéo. C'est très inquiétant ce qui se passe. Ces derniers mois, on voit les choses arriver et tu te dis, alors là, si on se bouge pas le cul très rapidement, ça va être la merde. Voilà. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur. Voilà. Donc je me suis dit, on va lire L'Obélisque Noir et voir si c'est comparable à l'état actuel du monde, même si c'est dangereux de faire des parallèles comme ça parce qu'on peut rien prévoir en soi. Autre bouquin pas très fun mais qui pour moi est aussi nécessaire à lire, du coup ce serait Crie moins fort, les voisins vont t'entendre de Erin Pizé. C'est une autrice en fait qui a recueilli les témoignages, il me semble, de femmes victimes de violences domestiques et qui sont allées se réfugier dans une association, un refuge anglais. Ça se passe dans les années 70 si je dis pas de conneries. Et vu comment les droits des hommes et des femmes surtout sont menacés aujourd'hui dans le monde, je me dis, voilà, informez-vous à travers la littérature, dites-vous que ce qu'on vit actuellement n'est pas forcément nouveau. Enfin bref. Et enfin, j'ai pris L'âge de raison de Jean-Paul Sartre. C'est le premier tome des Chemins de la liberté. Alors, je dois avouer que la 4e de couverture m'a pas forcément aidé à comprendre ce qui allait se passer dans ce livre. Du coup, j'ai dû regarder un résumé sur Wikipédia et c'est un petit peu complexe. Je crois que c'est une histoire d'une meuf qui tombe enceinte et en fait c'est l'amante d'un gars. Il vient toute une réflexion derrière de si elle doit avorter ou pas. Je sais pas. En tout cas, c'est Sartre donc ça pose beaucoup de questions sur la vie, sur les droits humains, un truc un petit peu philosophique, vous voyez. Enfin voilà, c'était mon petit book haul, avec des trucs pas très joyeux, hein, je vous l'accorde. Après, honnêtement, hein, si... Mais pourquoi je tiens mon micro-cravate comme ça? Après, honnêtement, hein, je vais vous le dire, mais le tome 3 d'Elena Ferrante, ça parle aussi de lutte des classes, de la montée du mouvement féministe dans les années 70 et tout. Donc on est bien dedans en fait, on est dans la littérature un peu militante, un peu politique, philosophique, réflexive et tout. Je dis ça en mettant mes lunettes, ça fait vraiment très... très prof quoi. Mais bon, après je dis pas que je vais lire que de ça cette année, hein. J'ai besoin de lecture un petit peu plus chill, sinon ma santé mentale elle part en couille. Hein. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment que j'ai pas repris cette caméra. On est actuellement le jeudi 3 avril, il est 13h15. Je viens de finir un QCM en ligne, une histoire des États-Unis. Je déteste les QCM et je pense pas que j'aurai une note incroyable. Oui, je vous raconte ma vie, c'est mon vlog annuel, je fais ce que je veux. Là, je vais bientôt finir les cours. Je vais bientôt avoir bac+3 et valider ma licence. Le temps passe excessivement vite. Qui dit fin de la licence dit également partiel, donc c'est pour ça que j'ai pas
trop pu produire de contenu ces dernières semaines, on va faire une petite pause. Et du coup, pour en profiter, pour faire un compte rendu de mes 2 dernières lectures. Du coup, j'ai terminé le tome 3 de l'Amie prodigieuse, Celle qui fuit et Celle qui reste. Et je vais mettre mes lunettes parce que je vois pas grand chose. Je les porte pas en vidéo parce que j'ai honte de ma gueule avec. J'aime pas ma tête avec les lunettes. C'est ridicule, je sais. Donc dans le tome 3 de l'Amie prodigieuse, on suit toujours Elena et Lila, voilà. Et ce sera pareil dans le tome 4. Que je lis pas tout de suite, je me réserve un petit peu. Et en fait, dans ce tome 3, la narratrice, Elena, du coup, elle a entre 20 et 30 ans à peu près. Je crois à chaque fois, c'est sur une période d'entre 5 et 10 ans que ça se passe dans les bouquins. Elle a validé son diplôme en lettres, je crois, à l'école normale. Elle a épousé un universitaire qui fait un peu vieux jeu, qui a son âge, mais qui est très intelligent et sympa. Et surtout, il est de bonne famille. Et je crois qu'elle a 2 filles avec lui. Et à côté de ça, il y a son amie Lila, qui est un peu en arrière-plan, voilà, elle se parle plus trop. Mais Lila, elle, c'est compliqué parce qu'elle a quitté le quartier. Elle a un gosse à sa charge et elle bosse dans une usine. Là, on est dans les années 70, donc c'est vraiment le moment où il y a les premières luttes féministes, les premières luttes sociales, et toutes les deux vont s'en emparer un petit peu à leur manière. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé là-dedans. C'est parce qu'il y a des discours de lutte sociale, de lutte de classe, mais aussi des discours féministes que je trouve très justes. La narratrice, Elena, elle a des considérations assez intéressante sur le féminisme, sur sa place en tant que femme, en tant que mère à l'époque. Et c'est ultra intéressant. Le seul truc qui m'a gavé, c'est la fin. Je m'y attendais pas et j'étais un peu déçue. J'étais en mode, frère, pourquoi tu fais ça? Allez un petit peu plus loin dans la vidéo si vous voulez pas vous faire spoiler, mais pour celles et ceux qui ont lu ça, attention spoiler, pourquoi Elena elle s'est barrée avec Nino Sarratore. Je sais pas ce qu'il en sera dans le 4e tome, je vais le lire cette année, hein, mais j'étais deg. Ce mec, je ne l'aime pas. Ça part en gossip, mais sur des personnages qui n'existent pas. Mais je ne déteste ce mec. Je le trouve imbu de lui-même, insupportable. Je comprends pas pourquoi elle a voulu partir avec lui, genre. Je comprends pas. On va passer au 2e livre que j'ai lu au mois de mars. Je lis pas énormément, hein, je suis pas une machine de lecture non plus. J'ai fini Champion de Maria Pourchet. C'est l'histoire d'un ado qui s'appelle Fabien Brecker, je crois. Il évolue dans les années 90 et je crois qu'il est dans un internat catholique. Et en fait, le bouquin, il prend la forme de carnet. Oh, petit chat, coucou Annie, ça va? Ouais, bon, on prend toujours des voix de con quand on parle à nos animaux, c'est fou. Tu commences pas à bouffer les fils de mon micro, hein. Il veut venir là. Allez, viens. Attendez. Voilà, donc il adore se mettre comme ça, là. Mon bébé, je l'aime d'amour. Je disais quoi? Du coup, le livre Champion, il prend la forme des carnets que Fabien écrit à sa psy, Lydia, parce que ouais, il est interné. Le bouquin, en fait, au fur et à mesure qu'on avance dedans, on va savoir pourquoi, du coup, Fabien a été interné. Et on se rend compte que c'est un gamin qui vient d'un milieu un peu populaire. Il y a un plot twist à la fin du bouquin où on sait pourquoi il agit comme ça, pourquoi les gens le voient comme ça. C'est un ado qui est peut-être un petit peu aigri, il s'invente des trucs. Bah littéralement, Champion, le titre du bouquin, c'est le nom qu'il a donné à son loup imaginaire. Oh, t'es tellement beau. ASMR ronron de chat. Mais oui, t'es beau. Tu me fais perdre le fil de mes pensées, Annie. J'ai bien aimé le style du bouquin parce que c'est très percutant et c'est écrit dans un style, on dirait que c'est un ado quoi qui a écrit le truc, c'est normal. Par contre, j'ai relevé 3-4 fautes d'orthographe dans le bouquin. J'ai pas l'impression que c'était voulu. Je pense vraiment que c'était un oubli du correcteur ou de l'éditeur, j'en sais rien. Et j'ai trouvé ça un peu dommage quoi, tu vois. Autant il y a une faute qui traîne, ok, mais 3-4... Enfin voilà quoi. Annie, je vais devoir éteindre la caméra, va-t'en. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, il fait super beau, donc j'hésite entre aller me balader pour aller déposer des CV. Je déteste ça, faire des démarches pour trouver un job d'été, c'est un chiant, mais bon, on est obligé de passer par là. Ou juste rester ici et me poser avant d'aller en cours. Un plan sur 2, je suis en schlag, et d'autres fois, je suis vraiment très belle. Aujourd'hui, c'est le mode schlag. On est dimanche 13 avril, il pleuviote, il fait un temps de merde alors qu'on a passé une semaine, mais avec du soleil. Je fais juste pause dans mes révisions de partiel. J'ai épreuve la semaine prochaine, je me chie un peu dessus, même si j'ai eu des bonnes notes jusque-là. Je fais une petite pause pour vous parler de ma lecture en cours. C'est nul autre que le portrait de Dorian Gray, illustré par Benjamin Lacombe et écrit par Oscar Wilde. On ne le présente plus, mais juste...
Ce livre est magnifique. Voilà, admirez. Encore un peu. Voilà, il est magnifique, vraiment magnifique. Et en plus, c'est la version non censurée, donc avec tous les petits passages un petit peu intimistes avec Basil à la Ward et Dorian Gray du coup. Oui, je tiens mon micro-cravate de façon un peu ridicule. Et oui, c'est la première fois que je lis le portrait de Dorian Gray. Bah alors, je lis en français parce que je suis une brêle en anglais du coup. Et je trouve que c'est une histoire magnifique. Voilà, je peux le dire, ça faisait longtemps que j'avais pas lu une plume aussi belle, vraiment. Et en fait, je pensais vraiment que ça se concentrerait beaucoup plus sur la peinture, quoi, le portrait littéralement de Dorian Gray. Et en fait, il y a aussi le portrait symbolique du gars. On insiste énormément sur son narcissisme, sur les conversations qu'il a avec Lord Henry. Je déteste ce mec. Pour l'instant, ouais, c'est beaucoup de mecs qui parlent entre eux d'eux-mêmes. Et j'en suis à un petit peu plus de la moitié. Je l'ai commencé il y a 10 jours, je comprends pas pourquoi je lis aussi lentement ce bouquin. J'espère que vous, ça va. Voilà, je sais pas quand est-ce que je reprendrai la caméra, probablement après mes épreuves. On espère que ça se passera bien. Croisez les doigts pour moi. Bien le bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas repris cette caméra pour faire avec vous un petit point lecture. On est actuellement le mardi 3 juin 2025. Je sais honnêtement plus quand est-ce que j'ai filmé pour la dernière fois. Tout ce que je vais vous dire, là, pour vous donner un peu des news, même si tout le monde s'en bat les couilles. J'ai eu mes résultats de mon master hier. J'étais sur liste d'attente absolument partout pour un master MEF second degré en histoire géo. Pour vous donner un petit peu de contexte, actuellement je suis à Lyon, mais il se pourrait que je déménage avec mon copain à Grenoble dans les prochaines semaines. Donc profitons encore de ces quelques plans de notre appartement parce que si ça se trouve, en fait, dans quelques séquences, vous verrez un décor totalement différent. Pour être parfaitement honnête, moi c'était pas forcément dans mes plans de bouger à Grenoble, je me sens super bien à Lyon, mais j'ai envie de suivre mon copain. De toute façon, je pourrais continuer mes études à Grenoble dans le parcours qui me plaît et que je veux. C'est pas le sujet de la séquence d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes lectures du mois de mai. Franchement, je pensais pas avoir lu autant ces dernières semaines. Je pose le micro juste là, ASMR. Je sais pas pourquoi je fais ça en plus, je n'écoute pas d'ASMR et je trouve ça horrible. Ah, pourquoi j'ai foutu mes livres aussi loin, je suis trop con. Je pourrais me lever de ma chaise, hein, mais vous allez juste me voir galérer. J'ai quand même lu 6 bouquins ce mois-ci, c'est incroyable. On va introduire cette séquence par le tome 4 de l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. C'est marrant parce que là, c'est vraiment un chapitre qui se clôt pour moi. J'ai adoré cette saga, j'en ai parlé je sais pas combien de fois cette année, j'ai saoulé tout le monde avec ça, mais j'ai converti énormément de personnes à cette lecture. Et ça, c'est un peu un petit flex quand même. Peut-être, ouais, 4-5 personnes autour de moi qui se sont dit, bah, vu ta critique là-dessus, en fait, et vu ton engouement pour cette saga, je vais lire ces livres aussi et me faire mon propre avis dessus. Et devinez quoi, les retours sont souvent très positifs. Donc c'est très cool. Dans ce tome 4 de l'amie prodigieuse, alors attention, il y aura des spoilers dans les minutes qui vont suivre sur ce tome 4 évidemment. On suit Elena et Lila toujours, mais cette fois-ci elles sont adultes, elles sont mères, elles balancent un petit peu entre leur vie professionnelle et leur vie maternelle, même si je le rappelle, le point de vue de l'histoire est essentiellement concentré sur Elena. C'est le tout dernier tome, voilà, mettez-vous bien ça dans le crâne. Et spoiler, énorme spoiler, il va se passer un truc très grave dans ce bouquin, c'est que la fille de Lila, qui s'appelle Tina, va disparaître. C'est d'où le titre du bouquin, L'enfant perdu. Franchement, ça m'a mis la boule au ventre, ce passage. J'étais pas bien du tout. Je ne suis pas maman et je ne compte pas le devenir. Vraiment qu'on m'en garde. Mais la douleur de perdre un enfant, pas à la naissance, pas en fausse couche, mais littéralement ton enfant disparaît. Quelqu'un l'a peut-être capturé, tu le retrouves pas, tu le cherches pendant des années et tu finis par perdre espoir. C'était extrêmement pesant. Et ça changeait des dynamiques un petit peu plus légères des tomes précédents. Là, on rentrait dans quelque chose de beaucoup plus angoissant, beaucoup plus mature. On fait face aussi à la mort progressive de certains personnages qui finissent par vieillir et mourir. Donc c'est assez déprimant parce que tu les as connus pendant 4 tomes. Et là, tu fais face au deuil. Donc c'est assez difficile à gérer émotionnellement. Ah, j'ai déjà spoilé une partie du bouquin, mais la toute dernière phrase, le tout dernier passage, ça m'a fait un énorme vide.
et en même temps une sensation de soulagement, je dirais, pour le personnage principal et en même temps extrêmement frustré. Et moi, cette fin, elle me va. J'ai fini ce bouquin début mai, du coup. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, un pote qui a lu, du coup, L'Amie prodigieuse et qui vient de le finir sur mes bons conseils, m'a donné sa propre interprétation de la fin. Et en discutant avec lui, et ben aujourd'hui, j'ai plusieurs nouvelles interprétations de la fin de ce bouquin. Et je peux pas en parler dans cette vidéo, parce que j'aurais peur de spoiler beaucoup trop de personnes. Par contre, je pense à écrire une vidéo sur la saga de L'Amie prodigieuse avec davantage d'analyse que la première vidéo que j'avais faite à ce sujet qui était un petit peu décousue, on va pas se le cacher. Mais cette saga mérite une analyse entière, beaucoup plus profonde. Même si j'ai terminé de lire cette saga, je pense que j'en aurais pas fini avec elle. Voilà. Allez, passons, sinon je vais encore faire ma grosse fanasse pendant 10 ans. Je sais pas si c'est dans l'ordre, mais j'avais besoin, je crois, de passer ensuite à quelque chose d'un petit peu plus chill. J'ai lu Le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi et Baku Yume Makura. Donc c'est le tome 1. Alors déjà, il est assez épais, j'aime beaucoup les mangas comme ça qui sont en édition reliée, donc ça coûte un petit peu plus cher, hein, j'en achète pas tous les 4 matins non plus. Mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc on suit les pas d'un photographe alpin, il me semble. Il est au Tibet et il va faire la rencontre d'un ancien alpiniste extrêmement mystérieux. Donc ça, c'est une histoire à tiroir. Clairement, il y a l'histoire principale, puis après il y en a une autre dedans et une autre dedans, etc. J'aime beaucoup cette mécanique-là. Je vous en dis pas plus sur l'histoire de ce mystérieux alpiniste. Ce photographe devient un petit peu obsédé par lui. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. Par contre, j'ai trouvé ça un petit peu frustrant. En fait, des fois, j'ai l'impression que ça traînait un petit peu trop pour ce premier tome, qu'on était un peu trop dans la longueur. C'était comme une sorte de géante préface, en fait, pour moi. Il s'est pas passé énormément de choses. J'ai l'impression qu'on posait beaucoup le décor. Alors, peut-être que j'achèterai les prochains tomes, du coup. Très honnêtement, je sais même pas s'ils sont disponibles à la vente. Je me suis même pas renseignée là-dessus, mais bon. C'était cool. Mais c'est pas non plus un coup de cœur incroyable en raison des longueurs qu'il y avait dans cette histoire. Sinon, j'ai enchaîné avec Page Boy de Elliot Page. Ça faisait un moment que je voulais lire cette autobiographie de cet acteur canadien très doué. Je l'ai vu dans Inception et j'ai pas mal accroché avec la série Umbrella Academy également. J'avais surtout envie de lire un récit autobiographique déjà parce que je trouve que cet acteur est très inspirant et j'ai appris énormément sur sa vie en lisant ce bouquin. C'est plus agréable de lire ça qu'une page Wikipédia, on va pas se cacher. Et puis surtout, j'étais très cliente de son parcours de transidentité parce que Elliot Page, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un acteur qui a transitionné vers la masculinité du coup. Il y a peut-être 5 ans de ça, je crois, il a fait son coming out trans, en 2020, quelque chose comme ça. Et j'avais envie de lire une histoire d'une personne transmasque pour les raisons qui me regardent, parce que voilà. Je pense avoir trouvé quelques réponses à mes questions, en plus d'en avoir appris énormément sur un acteur tout à fait respectable. Au-delà de ça, Elliot Page, c'est une personne qui milite énormément pour des causes LGBT et pour l'écologie notamment. Très belle lecture, très touchant. Je recommande. Passons. J'ai aussi lu Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. C'est du solar punk. J'avais été très déçue par Fondation d'Isaac Asimov. J'en ai parlé sur Instagram. Ma critique est justifiée. J'ai la flemme de revenir dessus aujourd'hui. Et du coup, on m'a dit, en même temps, t'as lu un des plus vieux auteurs de science-fiction. C'est normal que ça te paraisse un petit peu vieux jeu et que t'es pas forcément accroché. Tourne-toi vers le solar punk, ça peut-être plus t'intéresser, et vous aviez raison. Un psaume pour les recyclés sauvages, c'est l'histoire de Dex. Donc déjà, c'est le premier personnage non-binaire que je vois dans un livre. Ça fait plaisir. Un peu de diversité, s'il vous plaît. Donc c'est l'histoire de Dex, qui vit dans un monde qui a connu la transition écologique, mais une belle transition écologique. Donc les humains vivent d'un côté, et de l'autre, il y a la nature, qui s'étend comme ça, sans contrôle de l'homme dessus, on va dire, librement. Dex est moine de thé, donc c'est-à-dire qu'elle va proposer du thé à des gens comme ça, parcourt pas mal de chemins, il va de village en village et tout. C'est hyper good vibe, hein, ce bouquin, c'est hyper mignon, ça se lit très vite, c'est très court. Et Dex, sur sa route, va rencontrer un robot, qui est assez étonnant puisque les humains n'ont pas eu d'interaction avec des robots, avec des machines depuis des centaines d'années. Je vous en dis pas plus, mais c'est hyper poétique. Franchement, c'est un câlin ce bouquin. J'ai trop envie de lire la suite parce que ça, c'est le tome 1 du coup. Mais déjà, rien que le tome 1 se suffit à lui-même, je trouve. L'écriture, j'ai
j'ai pas trouvé ça forcément exceptionnel non plus. Par contre, dans le fond, il y a des questions philosophiques et sociales et écologiques bien sûr, qui sont hyper d'actualité, franchement très profondes, très belles. Je vous invite à le lire. Voilà, ça m'a fait découvrir un nouveau genre et j'ai envie d'en découvrir un petit peu plus. Il me reste 2 bouquins à vous présenter, un qui est que vous connaissez forcément et un autre qui est déprimant, je vous l'annonce tout de suite. En fait, j'ai varié les genres au mois de mai, donc j'ai lu du solarpunk, une autobiographie, un manga, et je me suis dit, pourquoi pas lire un peu de littérature d'idées, lire un essai. Donc je me suis penchée sur Une chambre à soi de Virginia Woolf, que non, je n'avais encore jamais lu. Et j'avais jamais lu de Virginia Woolf auparavant. C'est un pote à moi qui l'a conseillé pendant une séance de club lecture. Je crois que c'était pendant le mois de mars. Le thème de mon club lecture, c'était « Quel bouquin conseilleriez-vous à quelqu'un qui a envie de se mettre à lire plus d'autrices ?» Il avait conseillé Virginia Woolf et je me suis dit « Ok, là c'est le destin, il faut que je me mette à lire cette autrice. » Alors, Une chambre à soi, je pense que de titre, c'est très connu, les idées qu'il y a derrière aussi, mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, je vais vous faire un petit résumé. Ce bouquin a été écrit par Virginia Woolf parce qu'on lui a demandé de traiter le sujet les femmes et le roman, il me semble. À savoir que Virginia Woolf, c'est une autrice britannique du début du XXe siècle, pour vous mettre un petit peu le contexte. Et dans ce bouquin, elle suggère l'idée que les femmes ont besoin d'une chambre à elles pour pouvoir écrire librement. Elles doivent pas être emmerdées par toutes les contraintes familiales, économiques. Elles doivent pouvoir s'exprimer librement et ne pas avoir peur de l'institution patriarcale qui pèse énormément sur elles. Autant j'ai adhéré à beaucoup de ces réflexions dans ce bouquin, autant vers la fin, et parfois j'avais l'impression qu'elle allait un petit peu vite en besogne. J'aurais aimé qu'elle creuse encore plus son raisonnement, mais parfois ouais, il y avait quelques phrases avortées, des idées qui allaient pas au bout de leur potentiel, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, notamment sur la fin où elle dit, grosso merdo, aujourd'hui les femmes de toute façon elles ont plus de contraintes économiques, donc vous avez plus d'excuses pour créer, faire bouger le monde, bougez-vous le cul quoi. Ce qui est paradoxal parce que dans ce bouquin elle a l'air quand même très au fait de sa condition de bourgeoise blanche et du fait que c'est hyper compliqué de créer, de s'émanciper pour des femmes qui viennent de milieux beaucoup plus modestes et du coup à son époque de la classe ouvrière. Et du coup j'ai pas trouvé ça hyper réaliste et même un petit peu paradoxal avec ce qu'elle avançait pendant tout son livre. Après ça reste, je pense, une lecture féministe à avoir dans sa bibliothèque. Son raisonnement est très clair, très important, et elle a une très belle plume aussi, Virginia Woolf. C'est tout ce que j'avais à dire pour Une chambre à soi. Je mets trigger warning pour le bouquin que j'ai lu là dernièrement, c'est le dernier livre en date que j'ai lu, parce que rien que le titre du bouquin sera évocateur. J'ai lu Suicide de Édouard Levé. Ce bouquin, on sait pas trop si c'est un roman ou un roman autobiographique, on sait pas trop. Le narrateur, en tout cas, de ce bouquin, il s'adresse à un ami qui s'est ôté la vie. Et en gros, pour vous situer, j'avais l'impression d'être à l'enterrement de quelqu'un que je ne connaissais pas, d'écouter, son éloge funèbre. Il y a des phrases très percutantes, très touchantes et marquantes, et pourtant j'ai pas trouvé le style non plus exceptionnel. Je trouvais que ça restait assez basique. Mais ouais, c'est 100 pages de grosses déprimes, de nostalgie, d'amitié. Vous allez me dire pourquoi t'as décidé de lire ce bouquin, du coup. Rassurez-vous, je vais très bien. Si j'ai lu ce bouquin et que j'ai acheté sur Vinted d'ailleurs, et qui a mis 3 semaines à venir, c'est parce que je suis actuellement en train de préparer une vidéo YouTube sur la littérature et la santé mentale. Voilà, la santé mentale dans la littérature, ce serait plus juste. Et du coup, je cherche des exemples littéraires à exploiter pour cette vidéo. Ayant entendu parler de ce bouquin d'Édouard Levé, je me suis dit, là, je vais pouvoir en tirer quelques citations pour la réalisation de ma vidéo. Et en fait, je pense que cette lecture m'a plus déprimée qu'autre chose. Elle parle plus de deuil que de santé mentale en réalité. Je pensais que ça allait aborder les sujets de la dépression et des idées suicidaires. Ça l'évoque, mais plus partiellement, sur la fin. En fait, on a plus la vision du narrateur qui parle de son deuil, qui se remémore de la façon dont était son ami qui s'est ôté la vie, du coup. Donc ça reste touchant. Je pense que je pourrais exploiter quelques passages pour ma vidéo YouTube, mais on va pas se le cacher, c'était assez... Du coup, je pense que c'est à peu près tout niveau lecture pour le mois de mai. Franchement, je suis contente. Je suis très contente d'avoir lu tout ça. Et puis c'était bien souvent de très bonnes lectures. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais lire là. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas dans les prochaines semaines. J'espère que vous, ça va bien. Et ben on se retrouve bientôt pour un nouveau point lecture.
Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est actuellement le lundi 30 juin 2025. Il fait 36 degrés à Lyon, ressenti 72. Je suis sortie tout à l'heure pour déposer le préavis pour cet appartement. J'avais l'impression de cuire, telle une dinde dans un four à Noël. J'allais déposer le préavis pour cet appartement, donc profitez de ce cadrage exceptionnel et de ce plan sur notre bureau, parce que d'ici quelques séquences, même dans la séquence d'après, il y aura un décor différent. Mon copain et moi, c'est officiel, on déménage dans quelques semaines pour Grenoble pour poursuivre nos études là-bas. Je suis un petit peu plus sereine vis-à-vis de ce changement. Et en fait là c'est toute la paperasse administrative de merde qui me casse les couilles globalement. Le changement en lui-même maintenant, je l'ai prendre avec un peu plus de relâchement et de recul. Sur ce, je ferme la parenthèse et place à mes dernières lectures de juin. À noter que je n'ai pas autant lu qu'en mai, du coup. Voilà, petit relâchement de ce côté-là. On va commencer par Résister de Salomé Saké, essai politique écrit par cette journaliste que j'admire beaucoup pour son travail, pour son professionnalisme. Salomé Saké, du coup, c'est une essayiste et journaliste qui travaille pour Blast. Sur l'échiquier politique, elle est plutôt à gauche. Mais elle a quand même un point de vue nuancé sur la question. Et ce que j'aime beaucoup avec son travail, ça se ressent là-dedans, c'est qu'il est toujours très bien argumenté, avec de nombreux exemples sourcés. Et ça, c'est top, franchement. Parce qu'aujourd'hui, avec la multitude d'informations qui nous submergent, on a souvent du mal à aller à la source, à aller vérifier par nous-mêmes. Et dans son bouquin, là, c'est ce qu'elle met, une petite bibliographie à la fin, avec aussi des sites internet qu'on peut aller consulter pour aller plus loin, ce qui est franchement génial. Dans ce petit essai à 5 € qui est vraiment très court et qui se lit très vite, Salomé Saké, elle nous prévient sur la dangerosité de la percée de l'extrême droite en France ces 10 dernières années. Je suis encore très jeune, mais j'en suis témoin moi aussi, et je trouve ça plutôt inquiétant. Dans cet essai, elle parle de cette percée justement dans les pensées, les urnes et les médias, parce que la plupart des grands groupes médiatiques aujourd'hui, pas qu'en France, dans le monde, sont tenus par des milliardaires aux idées très conservatrices. Et du coup, vu qu'ils sont les détenteurs de ces médias, ils choisissent un petit peu qui va y bosser, quelles idées vont y être propagées, comment. Et quand tu regardes ces chaînes, tu vois que c'est la course à l'audimat, c'est pas objectif, et il y a énormément de discours populistes qui sont propagés. Discours populistes repris, calqués directement sur ceux des partis politiques d'extrême droite en France, comme le Rassemblement National ou celui d'Éric Zemmour, quoi. Et c'est comme ça, par les médias, que on gagne les pensées, par une politique de la terreur, qu'en ce moment c'est les woke, voilà, les gauchos, les islamo-gauchistes et tout, on utilise des gros mots qui font très peur, alors que à la base on sait même pas de quoi on parle. Pareil, l'immigré, l'étranger, c'est celui qui fait peur, c'est celui qui va voler votre travail et tout. Tout ça, en fait, ce sont des discours populistes qui visent à alimenter la haine, alimenter l'entre-soi, alimenter la terreur. Et c'est ça qui pousse l'extrême droite dans les urnes. Alors que démocratiquement, politiquement, leurs idées sont extrêmement dangereuses, et c'est ce qu'elle explique là-dedans, et je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est qu'on en minimise la gravité. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est devenu tendance, en fait, d'être old money, d'être une trad wife, de suivre des discours masculinistes, alors que socialement, c'est un fléau. Il y a une haine totalement décomplexée envers les minorités, les personnes LGBT, les femmes, les immigrés, les personnes racisées et tout ça. Tout le monde se méfie de l'autre. Enfin bref, il y a un climat de peur qui est instauré par l'extrême droite parce que c'est son levier politique. Et puis même économiquement, je crois que leur truc il tient pas la route. Il y a des analystes qui ont bossé là-dessus, il me semble, pour les législatives, et qui ont démontré que le programme économique du Rassemblement National, c'était globalement de la merde sur le long terme, que c'était pas tenable. Et puis bon, ils détournent pas mal d'argent quand même. Je dis pas que c'est je dis pas que c'est pas le cas dans tous les autres bords politiques. Moi-même qui vote à gauche, je suis parfaitement consciente de toutes les failles et de tous les problèmes qu'il y a du côté de mon propre bord politique. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas grand-chose par rapport à toutes les idées et toute la politique de l'extrême droite qui, j'insiste, est très dangereuse pour notre démocratie et les idées républicaines. Salomé Saké en parle bien mieux que moi. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé très cool avec cet essai qui est petit mais qui dit beaucoup de choses, c'est qu'à la fin, elle donne des petites cartes, voilà, des petites idées pour justement résister contre la montée de cette haine,
de cette division, et elle dit notamment quelque chose qui est de cultiver la joie, et cultiver l'idée des sociétés plus pérennes, plus écologiques, plus durables. Ça peut sonner complètement monde des bisounours, c'est hyper naïf, mais je suis vraiment d'accord avec elle sur ce point-là. C'est qu'aujourd'hui, imaginer un monde heureux, en paix, avec une bonne éducation pour les enfants, tout ça, voilà. Ça fait partie, dans notre imaginaire collectif, des utopies, donc des mondes imaginaires inatteignables, inaccessibles, et je trouve vraiment ça triste. Parce que c'est l'humain qui fait corps, c'est l'humain qui fait la société, et c'est à lui de décider dans quel monde il veut vivre, et je trouve ça extrêmement triste qu'aujourd'hui, on en soit arrivé à un tel niveau de désespoir qu'on préfère voter le Rassemblement national plutôt que de s'imaginer des mondes où on cultive la joie, où on cultive la différence, où on cultive l'art, où on serait tous et toutes beaucoup plus heureux sur le long terme. Je trouve ça fondamentalement triste et presque ridicule qu'on traite les personnes qui ont ces idées-là comme des idéalistes, des utopistes ou des rêveurs. Voilà. Passons à quelque chose de beaucoup plus léger. Des amis m'ont prêté 2 bandes dessinées écrites par Tamos le Thermos, auteurice de Genderflu et du Chevalier Imberbe. La gauchiasse que je suis va encore faire des siennes. Genderflu, du coup, c'est une BD autobiographique. J'aime beaucoup le pseudo de l'artiste, Tamos le Thermos, je trouve ça génial. Alors c'est très très drôle parce que ça parle de non-binarité, ça parle de questions de genre, de transidentité, donc d'identité transmasculine, donc d'une femme qui va transitionner vers une identité queer masculine. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper riche, parce que je pense que vous avez dû comprendre avec ma lecture sur Elliot Page, mais je me considère aujourd'hui comme une personne gender fluid. Alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, et que ça parle pas à tout le monde aujourd'hui, et c'est normal, voilà. Je vous invite à faire vos recherches là-dessus. Moi qui ai tendance à bien enfouir au fond de moi et ne pas assumer justement ce côté plus masculin que je peux avoir parfois, même devant la caméra. Enfin, je fais toujours en sorte d'apparaître toujours très féminine, très propre sur moi, parce que je n'assume pas d'apparaître publiquement avec un air beaucoup plus masculin, de peur qu'on se moque de moi. Et bah honnêtement, quand je lis ce genre de choses, ça me fait vraiment plaisir parce que ça fait écho à tous mes questionnements, toutes les peurs que je peux avoir. Ça me rend beaucoup plus apaisée sur certains points. C'est très drôle, j'insiste là-dessus, c'est très très drôle. J'ai adoré. Je pense que ça fera partie d'une de mes meilleures lectures de l'année. C'est très pédagogique et l'histoire est très touchante. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri devant une BD comme ça. Et le Chevalier Imberbe, c'est un petit peu dans la même trempe du coup, mais là c'est sous forme de conte, ce n'est pas autobiographique. C'est comme un conte revisité, un petit peu je dirais. Alors c'est très marrant parce que ça se passe dans un décor moyenâgeux et il y a plein d'éléments hyper modernes comme globalement un chevalier et princesse sont sur un scout. C'est l'histoire d'un chevalier ou d'une chevaleresse, on sait pas trop justement, qui va rencontrer une princesse et tomber amoureuse d'elle, alors que il ou elle rend visite à son cousin. Voilà, donc c'est pareil, très rigolo. Je sais pas si j'ai autant aimé que Genderflu, mais c'était un petit conte très sympa à lire dehors sur les quais de Lyon, et j'ai adoré passer ce moment. Voilà. Pour terminer un petit peu rapidement, j'ai lu aussi une nouvelle en anglais de Proust qui était dans la box Novelix. J'en ai parlé, je crois, dans une de mes dernières vidéos, sinon j'en ai parlé sur mon compte Instagram. Elles sont très chouettes ces petites box, très pratiques à lire pour l'été. Et moi qui voulais me remettre à lire en anglais, ça m'a donné l'occasion de lire une petite nouvelle en anglais. Elle était un peu triste, elle m'a pas tant marqué que ça, mais au moins ça m'a fait passer une après-midi. Et là, ça fait 10 jours que je suis coincée sur Les oranges ne sont pas les seuls fruits de Janet Winterson. Pareil, ça fait partie de la pile de bouquins que des potes m'ont prêté. Et en fait là il faudrait quand même que je passe la seconde parce que faut que je leur rende de fait ces bouquins avant mon déménagement. J'en suis à un peu plus de la moitié. C'est, il me semble, autobiographique si je dis pas de conneries. Donc ça se passe, je sais pas trop dans quel pays ça se passe. En tout cas, je crois que c'est l'histoire de l'autrice qui, enfant, a vécu dans un environnement très pieux, catholique je crois, très ecclésiastique, avec une mère assez austère, très croyante. Voilà, c'est un autre monde le bail. Et ce qui va
un petit peu posé problème, puisque l'héroïne parle de la découverte de son homosexualité à l'adolescence. Dans un milieu aussi austère, aussi traditionnel et conservateur, c'est pas forcément bien vu. On m'avait vendu ça comme vraiment un roman queer, et pourtant, toute cette première partie, ça pose surtout le décor, il se passe pas grand chose, c'est surtout des éléments, je pense, autobiographiques ou romancés, on sait pas, de la vie de l'autrice dans sa communauté religieuse. C'est pas que l'écriture est chiante ou que l'histoire est chiante, c'est juste que c'est peut-être le mood. Voilà, je sais pas si j'étais forcément dans un super mood pour lire ce genre de bouquin. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter sur cette image absolument magnifique. Annie, mon bébé. Est-ce que vous avez un mot à dire, monsieur ? C'est très apaisant d'avoir un petit chat qui dort à côté de soi comme ça. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Profitons une dernière fois de ce décor. De ma bibliothèque derrière. Ça me manquait ce petit appart. Je vais couper la caméra sinon je vais chialer. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On est actuellement le jeudi 14 août 2025 et ça fait un bon mois, je crois, un peu plus peut-être, que j'ai pas repris la caméra pour filmer les avancées de mes lectures annuelles. Parce qu'il s'est passé énormément de choses ces dernières semaines. Nous sommes dans notre nouvel appartement avec mon copain. Le déménagement s'est super bien passé. M'a fallu un petit peu de temps quand même pour m'adapter à cette nouvelle vie, à cette nouvelle ville. Et j'ai pas eu le réflexe premier de prendre la caméra pour vous parler de mes lectures dans cet énorme vlog, parce que j'ai commencé un nouveau travail, histoire de tuer un peu l'ennui des dernières semaines de vacances avant la rentrée. Ça va faire un mois bientôt là que j'y suis, ça se passe très bien, c'est juste assez physique parfois. Mais du coup, ça me prend quand même pas mal de temps et d'énergie. J'ai pas trop de temps à côté pour trouver de l'inspiration pour des reels, pour des vidéos YouTube, et je vais peut-être même devoir garder ce taf à la rentrée et bosser les week-ends en parallèle de mes cours. Aujourd'hui c'était mon jour de pause heureusement, donc j'en profite pour vous parler de mes dernières lectures. J'ai pas énormément lu ces dernières semaines. Autant vous l'avez vu précédemment dans cette vidéo, pendant le mois de mai-juin, j'avais lu genre 5-6 bouquins par mois, c'était quand même assez énorme. Là depuis un mois ça rame un petit peu. J'ai finalement terminé Les oranges ne sont pas les seuls fruits de Janet Winterson et franchement je reste sur ma fin, voilà. La fin franchement m'a un peu déçue. Je m'attendais à ce que la protagoniste principale vraiment s'émancipe de sa communauté religieuse, de sa mère surtout, qui a une place écrasante dans le bouquin, c'est étouffant. Je pense que c'est voulu surtout. Mais je voulais vraiment qu'elle arrive à s'émanciper de ça, à ce qu'on voit l'après, sa vie d'après, quand elle quitte sa communauté religieuse. Et en fait, à la fin du bouquin, elle finit par retourner chez sa daronne à Noël, et elles sont toujours en froid, donc c'est un peu triste, voilà. Et même si l'écriture est assez simple et sympathique à lire, l'histoire m'a pas non plus transcendée. Je trouve ça va à 2 à l'heure, et pourtant c'est déjà un bouquin qui est très court, quoi. Et du coup, après, je suis passée à quelque chose de totalement différent. C'est La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc le 4e tome d'Hunger Games. Alors là, je peux vous dire que je me suis replongée dans mon adolescence à fond. J'avais déjà vu le film, qui est sorti, je crois, en 2023-2024, je sais plus. J'avais beaucoup aimé, et je me suis dit que ce serait l'occasion de me replonger dans cette saga. J'attends que le 5e tome sorte en format poche pour pouvoir l'acheter et pour pouvoir le lire. En plus, il paraît qu'il est très cool. Du coup, j'ai bien aimé, même si ça se voit que, j'ai pris de l'âge et que c'est destiné à un public un petit peu plus adolescent. Il y a certaines tournures qui sont vraiment cucu, genre. C'est parce que ça se lit facilement que ça m'a plu, et j'avais besoin de cette légèreté-là pour cet été. Après, les thématiques explorées et l'histoire, elles sont assez glauques. Pour celles et ceux qui ont un peu suivi la saga Hunger Games, on revient sur la jeunesse de Snow, le président Snow. Le fait qu'il a été mentor à la 10e ou 15e édition des Hunger Games, je sais plus trop. Le fait qu'il a aussi rencontré une tribu du district 12, dont il est tombé amoureux, etc. Je vous spoil pas la suite, mais ça se passe pas forcément très bien. Le fait que ce soit écrit à la 3e personne, ça met quand même une distance avec le personnage de Snow, qui est un énorme
salopard. Je pense que ça aurait été encore plus marquant de l'écrire à la première personne, mais l'autrice a voulu mettre, je pense, de la distance par rapport au lecteur pour que vraiment on se mette à l'écart de ce personnage qui est vraiment à prendre avec du recul. On cherche pas l'identification au personnage comme ça a pu se faire dans les premiers Hunger Games avec Katniss Everdeen, où là c'était, il me semble, écrit à la première personne. Là, l'autrice, elle cherche vraiment à nous mettre à l'écart, à distance de ce héros qui est froid, calculateur, égoïste et qui ne pense qu'à lui-même. Il y a vraiment certains passages, t'as envie de l'insulter. Donc en vrai, très bonne lecture. Voilà, ça m'a rappelé d'agréables souvenirs de quand je lisais cette saga quand j'étais adolescente. Et puis là, pareil, j'ai switché dans quelque chose de totalement différent. La semaine dernière, j'ai commencé Orlando de Virginia Woolf. Après avoir lu Une chambre à soi, je me suis dit qu'il fallait que je tente ces romans quand même, parce que Virginia Woolf a une très très belle plume, et ça se ressent dans ce bouquin. C'est vraiment super bien écrit. Après, je lis en français, donc la traduction est vraiment bonne en tout cas. Donc l'histoire de Orlando, l'histoire d'un jeune noble qui vit à l'époque élisabéthaine, je crois. Il vit une vie assez fastueuse. Il se rend à Constantinople à un moment, et sur son voyage du retour, il s'endort et puis il se réveille en tant que femme. Et cette métamorphose-là, elle est totalement acceptée, elle n'est pas du tout suranalysée dans le bouquin. C'est presque une métamorphose naturelle qui ne le choque ni lui, ni les personnes de son entourage. En tout cas, pas pour l'instant. Je suis à la moitié du livre et c'est ce qui est en train de se passer. Il rentre en Angleterre en tant que femme, donc elle rentre en Angleterre en tant que femme Orlando. Et c'est plutôt la façon dont la société de l'époque va l'appréhender qui là va la faire se questionner. En fait, à travers ce conte, ça dénonce surtout les écarts sociaux, économiques qu'il y a entre les hommes et les femmes à cette époque. Mais c'était aussi d'actualité encore au XXe siècle quand Virginia Woolf a écrit ce bouquin. Mais il y a quand même des considérations sur l'identité de genre, notamment, qui sont hyper modernes, je trouve, et que je m'attendais pas à retrouver dans un bouquin de 1928. Donc voilà, je ne l'ai pas encore fini. C'est parti pour être une de mes meilleures lectures de l'année en tout cas. Encore une fois, l'écriture est très agréable à lire, l'histoire est aussi très belle et pleine de sens. Donc voilà, c'est les seuls retours de lecture que j'avais à faire pour ces dernières semaines. Excusez-moi pour cette gueule, on est en pleine canicule, il fait extrêmement chaud à l'appartement en ce moment. C'est une horreur. Je pense que c'est tout pour ce soir. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Je ne suis absolument pas à mon avantage sur ce plan et en même temps, vous l'entendez peut-être déjà à ma voix. Je suis malade depuis 10 jours, faudrait peut-être que j'aille voir un médecin de ces 4. Donc je tousse pas mal, que s'il y a plus de cuts que d'habitude sur la prochaine séquence, c'est parce que l'Alena du montage aura passé son temps à cutter tous les moments où je m'étouffe globalement. Mais sinon, pour vous donner un petit peu des news, on est actuellement le mercredi 24 septembre 2025. J'adore parce que sur la dernière frame, j'étais en nage, à moitié à Walp, c'était la canicule. Il fait 10 degrés actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois? Eh ben, j'ai rattaqué les cours en Master Mef Histoire Géo. Spoiler, c'est pas si ouf que ça. J'ai beaucoup trop d'heures, je trouve, pour selon que les cours sont souvent vides et inintéressants, que c'est beaucoup de blabla théorique, alors qu'on nous forme à devenir prof. En fait, t'as envie de dire au prof, s'il vous plaît, on a compris. Ça sert à rien de nous répéter la même chose pendant 4 heures, maintenant envoyez-nous sur le terrain par pitié. Évidemment, ça peut pas se faire. Ça se fait pas maintenant, ça se fait pas tout de suite, et on a quand même besoin de cette formation théorique. Mais de fait, c'est une réalité. Je m'emmerde profondément depuis un mois dans plus de la moitié de mes cours, quoi. Donc je vous cache pas que des fois, c'est dur de se lever le matin, surtout quand, perso, on a 32 heures de cours par semaine, ce qui est quand même pas mal pour l'université. Et c'est assez fatigant. Enfin bref, revenons quand même au sujet de la vidéo, à savoir les lectures. Et vous vous en doutez, mais avec un emploi du temps aussi chargé, et des révisions en plus le soir, je n'ai pas le temps de lire à côté. Et pourtant, j'ai quitté mon taf à Castorama, parce que je pensais pouvoir bosser les week-ends, mais quand j'ai vu que j'allais avoir 32 heures de cours la semaine, que je ferais quasiment du 8h-18h pendant tout le premier semestre, et qu'en plus, les week-ends, je devrais bosser genre 15 heures à Castorama, heureusement, je fais partie de cette minorité d'étudiants aujourd'hui qui a la chance de ne pas être obligé de travailler à côté des études, ok? Et je sais que c'est vraiment pas le cas de la majorité des étudiants aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai pu lâcher mon taf à Castorama pour consacrer mes week-ends à me reposer et à réviser aussi surtout. Mais de fait, j'ai pas vraiment le temps et la motivation de lire.
Du coup, juste j'ai terminé Orlando à la fin de l'été avant la rentrée. Concrètement, ça fera partie d'une de mes meilleures lectures de l'année. Autant l'écriture, elle est super belle, autant sur le fond, même l'histoire est magnifique. Je ne peux que vous conseiller de la lire, ça vous embarque dans un univers. C'est vraiment un peu magique en fait, et ça aborde des thématiques pourtant hyper récentes alors que le bouquin a été écrit il y a 100 ans. Quand je parle de thématiques récentes, c'est notamment autour de la question du genre, du statut social des hommes et des femmes et tout. Bref, c'est trop bien. Et depuis, en fait, j'ai juste lu Les Algues Vertes, l'histoire interdite. C'est une BD un peu journalistique qui est tirée d'une enquête de Inès Leroux et Pierre Van Hove. Alors dit comme ça sonne vraiment pas sexy. Et en fait, j'ai lu cette BD sous les bons conseils de ma prof de géo des littoraux. Et franchement, j'ai adoré. Je trouve que c'est une super bonne façon de s'informer sur certains désastres écologiques. Et donc des BD comme ça, vulgarisés, qui permettent de mettre en lumière certains faits divers, certains faits médiatiques, je trouve ça permet, c'est une façon beaucoup plus ludique et pédagogique en tout cas de renseigner les gens. Donc là en l'occurrence je vous laisserai aller vous renseigner de vous-même sur ce qu'est le scandale des algues vertes et j'insiste, allez voir ce que c'est, parce que c'est toujours d'actualité. Et c'est très grave. Surtout si vous êtes en Bretagne. Je pense que peut-être vous connaissez déjà un peu le bail. Mais bon. Ouais, là je filme juste 5 minutes histoire de vous donner des nouvelles, mais après il faut que je retourne réviser. Et en plus, ma caméra n'a pas de batterie. Sinon, évidemment, ce serait pas drôle. Mais ça fait depuis le début du mois que je suis bloquée sur 14 jours. Alors c'est un bouquin que j'ai gagné via un concours Instagram aux éditions Robert Laffont. Ça a été coédité par Margaret Atwood. Je trouve ça pas hyper intéressant pour l'instant. Ça parle juste de résidents d'un même immeuble qui sont bloqués pendant le Covid et qui se racontent des histoires sur le toit de leur immeuble. Mais en fait, j'en vois pas le bout. Il y a trop de personnages. Déjà, j'aime pas trop les histoires où il y a beaucoup trop de personnages. Et en fait, ça tourne en rond. C'est juste des gens qui se racontent des histoires de fantômes, des histoires vraies et tout machin. Il n'y a pas trop de développement de personnages pour l'instant, je trouve ça tourne un peu en rond. Et puis même au-delà de ça, il y a trop de persos. Et c'est des persos qui ont des surnoms en plus, on connaît même pas leur vraie identité. Donc voilà, c'est particulier. Et puis les romans trop contemporains comme ça, là ça se passe pendant le Covid. Je sais pas, j'aime pas quand c'est trop récent, en fait. Je sais pas comment dire. Puis même, je sais pas si j'ai forcément envie aujourd'hui de lire une histoire qui se passe pendant la période Covid. C'est un peu badant. Donc je sais pas quoi faire. Je pense que je vais quand même forcer à le finir parce que c'est écrit assez gros et j'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un bouquin. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de ce bouquin. J'adore parce que tout à l'heure je revisionnais un petit peu le début de ce vlog là que j'ai commencé à monter. Quand je commençais à parler en février-mars 2025 en disant « Ouah, l'état du monde, c'est la merde en ce moment ». Ma cocotte, t'es pas au bout de tes surprises. Genre... Les États-Unis qui sombrent petit à petit dans un régime autoritaire, des bateaux humanitaires qui se font bombarder en direction de Gaza, et un silence international là-dessus, c'est incroyable. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bien le bonjour, comment allez-vous ? Nous sommes actuellement le lundi 20 octobre 2025. Il pleut dehors, j'ai une après-midi de libre, un petit temps de répit avant les 6 heures de concours blanc qui m'attendent demain. Et du coup, je décide de reprendre la caméra pour vous parler de mes lectures récentes, parce que ouais, depuis la dernière fois, ça a un peu bougé. Dans le plan d'avant, je vous expliquais que j'étais en train de lire 14 jours de Margaret Atwood, et finalement, j'ai décidé d'arrêter cette lecture parce que c'est pas mon truc, c'est comme ça, hein. Des fois, il y a des lectures comme ça, vous les commencez avec beaucoup d'attente, et en fait, vous êtes déçus. Voilà, donc je suis allée à un peu plus de la moitié, mais je n'ai pas eu le courage de finir, et puis je vous avoue qu'en ce moment, je le disais déjà dans le plan d'avant, mais ça s'arrange pas, hein, les cours m'ennuient, mais à un point pas possible. Et puis j'ai beaucoup de cours pour pas grand chose. Mes cours ne me stimulent pas du tout intellectuellement. Pourtant je continue de m'accrocher parce que je sais que c'est pour... ça va pas durer éternellement et mon but c'est quand même de devenir enseignante, quoi. Donc ce serait un peu con de m'arrêter en si bon chemin. En ce moment je suis quand même très fatiguée, pas seulement à cause des heures de cours et du fait que je m'ennuie profondément en cours. Ce qui me fatigue énormément, c'est l'anxiété. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais je suis une personne qui est quand même extrêmement anxieuse, qui rumine tout le temps H24, et dites-vous qu'une personne qui va faire une semaine de cours à la fac de façon lambda va être un peu fatiguée en fin de semaine, et puis basta. Moi, on est déjà lundi et je suis épuisée. Je sais pas si ça se voit à ma gueule,
mais je somatise aussi énormément quand je suis anxieuse. Et c'est un peu handicapant au quotidien. Vu que les cours ne me redonnent pas forcément le sourire, il faut que je trouve une échappatoire très rapidement. Et là, momentanément, en fait, ce qui me rend heureuse, c'est de passer du temps avec mon copain, essayer de voir 2-3 amis, faire des sorties sur Lyon, et surtout, bouquiner. Et c'est pour ça que j'ai arrêté 14 jours, c'est parce que ça me rendait pas heureuse, et moi, la lecture, à la base, c'est pour me rendre heureuse. Je me vois dans le retour caméra, la façon dont je parle et dont je me tiens, j'ai envie de me taper, putain, j'ai l'air condescendante de fou, alors que je suis juste fatiguée. Quand je suis fatiguée, je suis très condescendante, c'est horrible. Bon, du coup... Après toute cette longue introduction, vous allez me dire, ok, qu'est-ce que t'as lu à la place de 14 jours? J'ai dévoré La vie devant soi de Romain Gary. Ma mère m'a offert ce bouquin pour mon déménagement, ainsi qu'un autre livre qui est ma lecture actuelle, je vous en parle dans quelques minutes. Ma mère n'a pas lu ce bouquin, mais du coup, mon retour ultra positif dessus lui a donné envie de le lire. Légitimement, ce livre fera partie de mon top 5 de mes meilleures lectures de 2025. Pour celles et ceux qui n'ont jamais lu La vie devant soi, c'est l'histoire de Momo, qui vit dans un appartement au 6e étage d'un immeuble avec une certaine Madame Rosa, qui est assez vieille. C'est une ancienne prostituée juive. Par solidarité avec ses anciennes collègues de métier, elle accueille des enfants de prostituées dans son appartement en échange d'une certaine somme. C'est pour éviter aux gosses d'être traînés par l'assistance sociale, en gros. Donc le pitch, il est tout simple. L'histoire est magnifique. Parce qu'elle tourne autour de cette relation entre Momo, ce jeune ado, qui ne connaît pas ses parents, et cette Madame Rosa, qui est une de ses seules figures maternelles. Il y a une grande histoire d'amitié, d'amour entre les deux. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toute l'entraide qu'il y a entre les personnages de l'immeuble, du quartier aussi. Alors, situation un peu particulière, bien sûr, parce que Momo, en fait, il côtoie à longueur de journée des orphelins, des enfants de pute. Il en est lui-même un, il le dit, hein. Des dealers, des travestis, des prostituées. On voit bien le décor. Mais bref, c'est ça qu'il faut retenir de ce bouquin, c'est qu'il porte des valeurs magnifiques sur l'amour, la solidarité. Et Momo, c'est loin d'être un gamin très con. Il est aussi très curieux, très passionné. J'aime beaucoup parce que c'est lui le narrateur du coup. Et l'écriture est magnifique, vraiment. Il a un humour vraiment cynique et mordant des fois. C'est un jeune ado. Et il parle comme un gosse des fois. Vous savez les gosses qui vous lâchent des énormes dingueries sans s'en rendre compte? Certains passages, j'étais là, je disais, mais frère, mais c'est incroyable de dire des trucs comme ça. Et tu ris jaune un peu et c'est... Enfin, j'ai adoré cette lecture de A à Z. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? J'ai kiffé. J'ai failli chialer en lisant les 10 dernières pages. La fin, accrochez-vous. C'est émouvant et un peu glauque. Quand j'ai lu la fin de La vie devant soi, j'étais au café. J'ai failli pleurer devant tout le monde. Mais ici, on pleure pas parce qu'on est fort. J'ai adoré ce livre. Voilà. Et du coup, quand vous lisez un livre qui vous donne envie de lire, logiquement, vous avez encore plus envie de lire. Après, vous lisez encore plus. C'est pourquoi j'ai enchaîné par le deuxième livre que ma mère m'a offert pour mon déménagement. Elle m'en a offert que 2, hein. Elle m'a pas renfloué toute ma bibliothèque, mais merci quand même à elle. Moi, Titouba sorcière de Maryse Condé. Je l'ai pas encore fini, j'en suis à un peu plus de la moitié, et je l'ai attaqué la semaine dernière, je crois. Dans ce roman, Maryse Condé, elle remet à l'honneur l'histoire de Titouba. C'est une des femmes qui a été traînée au procès de Salem. On connaît vaguement l'histoire de Titouba, mais Maryse Condé, là, elle en fait tout un récit romancé. Pas dans le sens romantique, amoureux du terme, hein, dans le sens vraiment du roman, c'est qu'elle en fait un roman, quoi. Et surtout, je pense, c'est un exercice aussi qui tend à réhabiliter la mémoire d'une jeune esclave de la Barbade qu'on a accusée de sorcellerie. Au-delà du fait que ce soit très bien écrit, j'aime bien parce qu'il y a quand même un parti pris féministe, un féminisme intersectionnel derrière qui est quand même très fort. Alors vous allez me dire, mais c'est anachronique et tout. Il y a certains passages où on a l'impression de lire une militante afroféministe du 21e siècle, mais en fait c'est la licence poétique, en fait elle fait ce qu'elle veut, c'est un roman, c'est pas une biographie sur Titouba. Et cette histoire, elle est très belle, j'aime beaucoup comment Maryse Condé a su reprendre le récit de Titouba en tout cas. Après je dis ça, mais ça se trouve, la fin, je vais la détester, je sais pas encore, hein. Mais pour l'instant, ça marche plutôt bien. Par contre, âme sensible s'abstenir parce que putain, waouh, il y a des passages, c'est compliqué. Gros trigger warning sur les violences sexuelles, tout ça. Et il y a des violences en tout genre. C'est souvent si bien décrit qu'on se l'imagine, mais t'as pas forcément envie d'imaginer ça.
Voilà, donc il y a des passages, ça fout mal au bide quand même. Genre là, ce matin, j'ai lu dans le tram ces dernières pages là. On fait subir un truc à Tituba qui est horrible et ça m'a retourné le bide. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Tituba, c'est une grande gueule. Elle se laisse pas faire, j'aime bien. Il y a 2-3 scènes de cul avec son amoureux que je trouve pas forcément nécessaire de développer. Je sais pas ce qu'ils ont, les auteurs ou même certains cinéastes, à vouloir foutre du cul, bon, consenti cette fois, mais partout, je comprends pas trop l'intérêt de ça. Je comprends pas trop ce que ça apporte à l'histoire. En tout cas, c'est une lecture qui est forte, hein. Ça te laisse pas indifférent. À chaque chapitre, il se passe un truc, c'est révoltant. Voilà, j'espère que vous, ça va, sinon je suis éteinte. J'ai remarqué aussi, dernière chose, après je vous laisse, j'ai remarqué en faisant le montage des séquences précédentes que je glissais 2-3 trucs sur l'actualité des fois. Et j'ai l'impression de tenir des fois un journal de bord, du coup ça me fait rire, mais ouais, pour la Léna de février 2025, le monde ne s'est pas arrangé. Ça va toujours aussi mal. C'est ouf, comme tu prends n'importe quel fucking endroit du monde, il y a forcément une merde. Ça aussi, ça joue beaucoup sur mon anxiété au quotidien. Donald Trump. Il devrait payer mes séances psy, ce mec, vraiment, genre. Sur ce, je vous laisse, les enfants. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Oui. Pendant ma semaine de vacances à la Toussaint, je suis passée chez ma cousine qui n'est absolument pas coiffeuse et je lui ai dit « Bonjour, peux-tu me faire un shaggy ?» Et je suis très contente. Ça me rafraîchit, ça fait du bien, parce que je ne pouvais absolument pas voir ma gueule depuis quelques jours. Et quand je vois la gueule que j'avais dans le plan précédent, là, il y a 2 semaines, au moins ça rafraîchit, ça fait du bien. J'ai déjà une meilleure mine, honnêtement. J'avais cruellement besoin de repos. Et pendant ce repos, du coup, j'ai pu terminer Moi Titou va sorcière et lire 2 autres livres. Et je vais vous en parler de suite. J'ai donc fini Moi Titou va sorcière de Marie Scondé. Je suis mitigée. Parce que autant l'écriture elle est très belle, c'est très poignant. Déjà le projet en lui-même, le fait de réhabiliter la mémoire d'une ancienne esclave qui a été traînée au procès de Salem, je trouve ça beau de lui donner une histoire que l'histoire ne lui a pas donnée. C'est assez beau ce que je dis. Et j'aime beaucoup la dimension afroféministe quand même, qui s'empare de ce bouquin. Mais comme je le disais déjà dans les séquences précédentes, il y a 2-3 petits trucs qui m'ont chiffonné. C'est vraiment tout l'aspect sexuel du bouquin. Alors oui, il y a des violences sexuelles, et oui, il faut les montrer pour les dénoncer. C'est juste, moi, personnellement, que ce soit dans un film ou dans un livre, quand il y en a, je suis toujours extrêmement mal à l'aise. La façon dont c'est montré, la façon dont c'est décrit, mais c'est normal que ça dérange. C'est fait pour être dénoncé. Mais moi, c'est le truc qui m'est vraiment, vraiment mal à l'aise. Et du coup, c'est ça qui m'a... J'ai pas aimé ressentir ça à la lecture. Je fais vraiment la distinction, hein. C'est pas quelque chose de mal. Je dis pas, mais faut pas mettre ça dans les livres et tout. Non, si, il faut le montrer, il faut le dire pour le dénoncer. C'est juste moi, la façon dont je l'ai reçu, ça m'a fait... ça me trigger quoi, j'aime pas quoi. Autre chose aussi, c'est toujours sur l'aspect sexuel, quand c'est du cul qui est consenti cette fois-ci, je n'aime pas spécialement le vocabulaire qui est employé pour parler du sexe masculin par exemple. Mais ça en fait, que ce soit dans Moi Tituba sorcière ou n'importe quel autre roman que j'ai pu lire, je déteste toutes les allusions phalliques qu'il y a dans les bouquins et je trouve qu'on fait une fixette très dérangeante là-dessus. En littérature. Je me souviens quand j'étais au lycée ou même en prépa, dès qu'on faisait une analyse littéraire sur un texte quelconque, les profs voyaient toujours quelque part une analyse phallique et le zizi, c'est forcément un truc qui reflète la puissance et tout, machin. Et ça, je n'ai jamais compris dans la littérature. Ça aussi, les représentations en littérature, c'est toujours... Ça, je pourrais en faire une vidéo entière dessus, mais j'ai toujours trouvé ça extrêmement gênant, la façon dont on parle du sexe masculin en littérature, surtout pour le comparer au sexe féminin, qui est toujours le sexe faible et tout. Bon, moins aujourd'hui, bien évidemment, avec toute la littérature féministe qu'il y a, c'est toujours ça. Il y a toujours le sexe fort de l'homme, avec tous les symboles phalliques qui vont autour, versus le sexe de la femme, qui est faible, qui est débile, etc. Alors que, remettons les choses dans leur contexte 2 minutes, anatomiquement parlant... Je trouve que le sexe masculin, la façon dont il est représenté en littérature, c'est pour combler un ego pas satisfait de la part de l'auteur. Parce que si t'en arrives à faire une fixette au point d'utiliser des adjectifs relatifs à la puissance pour parler de ton zizi, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Parce que les gars, remettons les choses dans leur contexte 2 minutes, on parle d'une bite,
Pardon, c'est très cru, hein. Pardon pour cette séquence, mais c'est un truc tout mou qui se balance entre deux jambes et qui sert pas à grand chose. Et si vraiment vous voulez comparer ça à l'appareil génital féminin qui littéralement fabrique des êtres humains, je trouve que le sexe le plus puissant, entre les deux en tout cas, et tous les adjectifs de la puissance, tout ça, il faudrait pas les associer au sexe masculin mais au sexe féminin. Voilà, donc c'était mon intervention. Autre chose qui me met extrêmement mal à l'aise, alors c'est un spoiler, il faut aller à ce timecode pour ne pas être spoilé les enfants. La fin, il y a une vibe très incestueuse qui m'a mis extrêmement mal à l'aise. Et le fait de finir là-dessus, ça a un peu détruit l'image que j'avais de ce bouquin. Autant c'est bien écrit, autant il y a des bonnes choses, autant pour tout ce qui est relatif au cul en fait dans ce bouquin, c'est très particulier. Je dis pas que c'est une mauvaise lecture, je dis juste que voilà, je suis mitigée parce que c'est un bon livre, un très bon livre et je salue le projet de départ. C'est juste que beaucoup de trucs qui m'ont trigger, on en finit là avec moi Titouba sorcière. J'ai décidé d'enchaîner avec une lecture un petit peu plus légère. Et je m'étais mis en tête de lire le roman de Fitzgerald, Tendre et la nuit. Mais en fait, on est en automne là actuellement. Et Tendre et la nuit, ça prend place sur la Côte d'Azur en été. Et je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à rentrer dans le bouquin. Bon, l'intrigue est pas forcément folle en tout cas, ou le début du bouquin est pas forcément exceptionnel, mais l'écriture est jolie. Et je pense que dans d'autres circonstances, je me serais plus à lire ce bouquin. À un autre moment dans l'année peut-être. Peut-être que j'aurais dû le lire cet été. Mais quand j'ai attaqué ce bouquin, on se tapait une semaine de pluie et ça parlait de bronzette sur la Côte d'Azur et tout. C'était pas spécialement le mood dans lequel j'étais. Du coup, j'ai décidé de le mettre de côté et de le rattaquer plus tard. Et à ce moment-là, je passais à Lyon pour faire ma séance mensuelle avec mon club lecture. Et je suis passée à la Fnac. J'en ai profité pour acheter le tome 2 de Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, qui s'intitule Une prière pour les cimes timides. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de lire ça. Dans le tome 1, Dex finit par rencontrer, par mégarde en fait, dans la forêt, Omphale, qui est un robot qui s'est réveillé à ce moment-là. Et dans ce tome 2, Dex et Omphale continuent leur cheminement ensemble, leur voyage, leur avancée. Ils vont de village en village, de ville en ville, et Omphale va découvrir le monde des humains, des siècles après sa création, et demander aux humains, du coup, de quoi avez-vous besoin ? Et en fait, c'est d'une douceur ce livre, parce que c'est un peu une fiction philosophique. Il y a énormément de réflexions très intéressantes sur notre monde capitaliste actuel, en fait. La façon dont on fonctionne. Quand tu lis ce bouquin, tu te rends compte que c'est presque utopique, en fait. La société dans laquelle vit Dex, c'est une société dans laquelle j'aimerais vivre aujourd'hui. Je pense que si les humains parvenaient à ériger une société telle que celle qui est décrite dans ce bouquin, le monde se porterait beaucoup mieux. C'est ça qui est bien avec ce bouquin, c'est que ça donne de l'espoir et c'est un véritable baume au cœur. Je vous conseille, en plus ce sont des livres qui sont extrêmement petits. Après c'est pas donné, hein, c'est même pas 100 pages, mais c'est quand même 14 balles le livre. Si vous arrivez à les trouver d'occasion, let's go. Je vous le dis, c'est 14 € très bien investi. Ça se lit très facilement, c'est magnifique, il y a des descriptions de paysages, d'insectes, d'animaux qui sont très très belles. J'ai lu ça du coup pendant la période où j'étais pas bien, hein, vous l'avez vu sur la séquence précédente, j'étais extrêmement fatiguée à cause des cours et de l'anxiété. Et j'ai lu ça et ça m'a fait un bien fou. Donc ça fera partie de mes meilleures lectures de l'année honnêtement. Et j'ai décidé d'enchaîner, pas avec un gros pavé du coup, j'avais besoin de lectures courtes. En plus, là j'ai repris les cours depuis une semaine, donc j'ai pas eu trop le temps de lire. Et l'autre jour, je suis restée au café pendant 1 heure et j'en ai profité pour lire Antigone de Jean Anouilh. Alors j'avais déjà lu Oedipe roi de Sophocle et en fait Antigone, c'est un petit peu la suite. Donc celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un classique en fait du théâtre que souvent on fait étudier au collège ou au lycée. Alors je vais pas vous refaire toute la mythologie grecque, mais Antigone, c'est la fille de Oedipe. Son histoire tourne autour de son seul but qui est de rendre une sépulture à son frère, dont le cadavre a été laissé à l'abandon en plein milieu de la cité par le roi Créon pour servir d'exemple parce que
Son frère s'était rebellé, enfin bref. Donc c'est une tragédie grecque. Voilà. Ça se lit très vite, j'ai bien aimé et j'aime bien comment ça allait crescendo sur la fin entre les personnages complètement antithétiques de Antigone et Créon. Antigone, c'est la jeune, elle est déterminée, elle est entêtée et Créon, c'est le vieux conservateur qui l'empêche justement de rendre une sépulture à son frère. Et d'ailleurs, la fin m'a glacé le sang. Vraiment, on termine sur une image de Créon qui est vraiment glaçante. Donc pareil, cette année, je crois que j'ai pas lu énormément de pièces de théâtre. Il me semble que c'est même peut-être la première pièce de théâtre que j'ai lue cette année. Mais voilà, c'était sympa à lire, c'était vraiment très sympa. Mais pour le coup, je mettrai pas ça dans mon top 5 de mes lectures de l'année parce que c'est pas une lecture qui m'a non plus bouleversée. Je sais pas quand est-ce que je reprendrai la caméra parce que j'ai pas encore commencé de nouveaux livres. Là, je vais voir cet après-midi. En vrai, j'ai pas du tout la tête à réviser. Peut-être ce soir. Là, je vais voir si je peux pas attaquer un nouveau bouquin. Ça va me faire du bien, je pense. Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est actuellement le 31 décembre 2025. Il est 18h30 à peu près. Et vu que c'est littéralement le dernier jour de 2025, en fait là, ce sera littéralement la dernière séquence de cette vidéo. Je l'ai commencé en février. J'ai hésité à aller jusqu'en février 2026, du coup, ça aurait fait sens. Mais si mes souvenirs sont bons, au début de cette vidéo, j'avais rattrapé mon retard en vous présentant mes lectures de janvier 2025. Donc, on va dire que aujourd'hui, voilà, le 31 décembre 2025, et ben ce sera la toute dernière séquence de cette vidéo que j'ai mis 10 mois à réaliser. Je profite de cette dernière séquence pour vous parler de ma dernière lecture de l'année. Il s'agit de L'écume des jours de Boris Vian. Anecdote, j'ai trouvé ce bouquin dans le hall d'entrée d'un immeuble. On se rendait à une soirée chez des amis avec mon copain, et dans leur hall d'immeuble, il y avait une petite table avec écrit Servez-vous, avec des objets en tout genre, ce que je trouve hyper chouette et original comme concept. Et il y avait ce bouquin-là, qui me faisait de l'œil. Ça faisait un moment que je voulais lire Boris Vian, que je ne connaissais que de nom d'ailleurs. Et je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi absurde, aussi rocambolesque, aussi fantastique, aussi surréaliste. Encore une fois, je ne connaissais rien de Boris Vian, sinon son nom. L'écume des jours, c'est l'histoire de deux couples, Colin et Chloé, et Chick et Alice, je crois. La meuf a fini le truc il y a 2 semaines, elle est incapable de s'en rappeler. Et en fait, ils prennent place dans une réalité qui ressemble à la nôtre, mais il se passe des choses qui sont très bizarres, en fait. Et pour eux, c'est tout à fait normal, mais pour nous, en tant que lecteurs, enfin, des fois, je lisais des passages, je me suis dit, hein, qu'est-ce qui se passe là? Donc le mec, il a un piano, il fait des cocktails différents selon la mélodie que tu joues, ok, donc ça, c'est normal, très bien. Ils inventent des métiers qui n'existent pas. Les paysages, les décors sont vraiment sortis d'arrêt, ça fait très fantasmagorique. Et ce que j'ai bien aimé, c'est l'évolution des personnages, c'est qu'au début tout semble parfait, tout semble idyllique, et la fin, parce qu'au début tu t'attends juste à suivre la petite vie de deux couples d'amis en fait. Il y a plein de références et de critiques de notre propre réalité aussi, sur tout le système capitaliste, le travail à la chaîne, sur la société de consommation aussi. Donc je peux pas dire que c'était une excellente lecture parce que ça m'a pas totalement bouleversée non plus. Mais c'était intéressant parce que c'est un style que je n'ai pas l'habitude de retrouver dans mes lectures habituelles. C'était particulier, et c'est très absurde, c'est très surréaliste en fait. Mais l'écriture est très belle, pas forcément hyper abordable, mais une fois qu'on s'y est fait, c'est assez joli à lire. Il y a des touches d'humour parfois, puis c'est assez court, voilà. Et sinon, j'ai commencé il y a 2 semaines Yellowface de Rebecca Kuang. Je suis passée à la librairie à Soie de Lyon un week-end, c'était dans les recos des libraires, et j'ai décidé de me le prendre du coup. Et en fait, j'en suis à un petit peu plus de la moitié. Yellowface, c'est l'histoire de June Hayward. June Hayward. Elle est américaine et ça se passe dans notre réalité contemporaine. Et il y a un problème avec cette June, c'est qu'en fait, elle sort de ses études de lettres, elle se lance en tant qu'écrivaine, sauf que son premier bouquin, c'est un énorme flop. Et on pourrait se dire, bon ça va, console-toi June. C'est rare qu'un écrivain ou une écrivaine qui sort de nulle part et qui pond un bouquin, bah ça marche tout de suite. Et ben pas pour son amie. Son amie, Athena Liu, elle est sino-américaine. Alors c'est important de le préciser parce que ça prend une grosse place dans le bouquin. Et Athena a fait les mêmes études que June. Elle est devenue écrivaine, sauf que elle, tout lui réussit. Elle s'est mangé un succès en
pleine tête. Et June Hayward commence vraiment le bouquin en crachant sur Athéna, elle est jalouse d'elle, et on sent déjà que de base, c'est une amitié hyper toxique et déséquilibrée. June, c'est la narratrice d'ailleurs, donc toute l'histoire est racontée de son point de vue. C'est pas un gros spoiler parce que ça arrive vraiment dans les 30 premières pages du bouquin, mais un soir, June et Athéna se retrouvent à faire une soirée toutes les deux dans l'appartement de cette dernière. Elles boivent un petit peu et deviennent vite saoules. Athéna décide de faire des pancakes, et à un moment, dans l'euphorie, elle s'étouffe avec un des pancakes et elle meurt. D'ailleurs, June ne peut pas s'empêcher de souligner que cette mort est vraiment très conne. Mourir étouffée dans un pancake alors qu'on est une écrivaine à succès magnifique que tout le monde adore. Elle trouve ça ironique. Et bon, les considérations de June, tout ce qu'elle dit, on en parlera juste dans 2 minutes. Mais du coup, elle voit son amie mourir sous ses yeux ce soir-là. L'histoire pourrait tourner autour de ce deuil, mais non, parce que June va faire un move horrible. En attendant les pompiers, elle va voler le manuscrit d'un nouveau livre que Athéna était en train d'écrire. Et elle va emporter ce manuscrit avec elle une fois que les pompiers l'auront laissé partir. Et cette bougre, elle va publier le manuscrit à son nom. Et ce bouquin s'appelle Yellowface, mais il aurait pu s'appeler June, tes actes ont des conséquences, réfléchis, sois pas conne. Un titre un petit peu long, mais qui résume bien l'histoire quand même. Alors ce que j'aime bien avec ce genre de livre, c'est que c'est le genre d'histoire où tu ne peux pas saquer le narrateur ou la narratrice. Elle est détestable, June, parce que j'adore, elle nous fait part de tous ses questionnements moraux à ce sujet. Et j'adore comme elle essaie de nous convaincre et de se convaincre elle-même que ce qu'elle a fait comme move, c'était honorable, c'était pour honorer le travail de son ami décédé. Imaginez, ce manuscrit, il aurait reposé sur une table pendant des décennies alors qu'il a du putain de potentiel, vous vous rendez compte, je lui ai donné la chance d'exister. Voilà, il y a plein de considérations comme ça, d'excuses qu'elle se fait elle-même, elle essaie de se rassurer, et elle se ment à elle-même, et en fait, au bout d'un moment, elle s'enfonce dans son mensonge, dans son usurpation, dans sa connerie, parce que c'est extrêmement grave ce qu'elle a fait, au point où elle arrive à se faire passer pour la victime dans cette histoire, alors qu'à la base, elle a fait un move de connasse, clairement. Et c'est horrible parce que, comme j'ai dit, ces actes vont avoir des conséquences, et on en arrive à un point où, bon, petit spoiler, elle va se prendre une saucée à un moment, et il y a une part de toi qui peut pas t'empêcher de te dire bah bien fait pour elle en fait clairement, et d'un autre côté t'as un peu pitié parce que putain tu dis la saucée qu'elle se prend, personne n'a envie de se la prendre tellement c'est massif et horrible. Et ce bouquin est horrible parce qu'il joue avec tes dilemmes moraux, et il y a un truc qui obsède June dans tout le bouquin et tous les protagonistes qui tournent autour d'elle, c'est la question du racisme. Alors c'est pas un truc qui m'avait choqué au premier abord parce que en tant qu'Européen, je pense qu'on voit moins cette dimension là qu'aux États-Unis où ils ont vraiment eux là-bas des stats, des identifications fortes, que là-bas eux, enfin l'ethnie et tout c'est super important. Nous en France il y a aussi ce côté-là bien sûr, mais c'est moins important qu'aux États-Unis, je veux dire, ça prend moins de place. Et en fait il y a plein de considérations à propos du racisme dans ce bouquin parce que June Hayward elle est blanche et Athéna Liu elle est sino-américaine. Et en fait elle se dit si on apprend que j'ai volé le manuscrit d'Athéna, on va me traiter de raciste parce que vu que je suis blanche, j'ai volé le manuscrit d'une sino-américaine et du coup je profite de ma position pour m'approprier sa culture, son talent, etc., etc. Et en fait, je ne pensais pas que cette dimension-là allait prendre autant de place dans le bouquin. Là, j'en suis un peu plus de la moitié, et pour l'instant, j'ai l'impression que ça s'attarde plus sur des questions d'ethnie que d'éthique. En fait. Alors il y a tout ce qui est question aussi d'appropriation culturelle à un moment donné, de travail, de déminage éditorial, c'est très intéressant. Et autant des fois ça va très très loin, autant des fois June Hayward, t'as envie de la taper et de lui dire tu dis que tout le monde te traite de raciste, mais en fait tu l'es au fond de toi. C'est pas un racisme suprémaciste blanc, mais t'as quand même des gros stéréotypes et des préjugés sur certaines catégories de la population visiblement. Et c'est pas forcément hyper visible au début, mais dans certaines tournures de phrases, tu vois que la narratrice, qui se défend d'être hyper ouverte d'esprit, elle a quand même énormément de stéréotypes ou de façons de considérer un certain public qui est très limite, franchement. Au début, j'avais un peu de mal à rentrer dans l'écriture parce que ça faisait un moment que j'avais pas lu un bouquin aussi contemporain, mais au final, on s'y fait. Et c'est une histoire qui est hyper gênante parce que, encore une fois, la narratrice, on ne s'y attache pas, ou t'arrives pas à lui faire confiance, t'arrives pas à t'identifier à elle. Tous ces mensonges, toute cette usurpation d'identité, toi, ça te fout la boule au ventre parce que tu peux pas t'empêcher de te mettre à sa place et te dire mais putain, comment elle peut arriver à mener ce mensonge
aussi loin, où tu sens à un moment donné c'est inévitable qu'il va y avoir une retombée sur sa gueule, et tu l'appréhendes avec elle, et en même temps t'as un peu envie que ça lui arrive parce que en fait, retour de bâton, karma. Je vois pas comment ça peut finir à part mal, en fait, ça peut que mal finir cette histoire. Hâte de vous en dire plus en 2026. Et du coup, quoi de mieux pour finir cette vidéo qu'un bilan? Et du coup, en 2025, je crois que j'ai un petit peu plus lu qu'en 2024. Et ça, c'est très chouette parce que j'ai eu un pic de lecture vers mai-juin, je crois. Allez, j'ai lu, je dirais, 29-30 bouquins du coup. Enfin 29 et demi avec Yellowface. Ah, on n'était pas loin du 30, c'est dommage. J'ai lu une trentaine de livres cette année alors que l'année dernière, on était plus autour de 21-22. Ça a légèrement augmenté. C'est plutôt chouette. Enfin bref, je pense que c'est tout pour cette année et pour cette vidéo. Je n'ai pas de résolution pour 2026. Parce que c'est chiant, je les tiens jamais. J'ai l'impression qu'on se prend de moins en moins la tête avec ça, mais si c'est continuer à lire, continuer à en parler sur les réseaux sociaux, continuer à animer mes clubs lecture qui me tiennent énormément à cœur, et m'autoriser à mettre en place des nouvelles choses pour cette chaîne YouTube, pour mon compte Bookstagram d'ailleurs. Allez me suivre sur Instagram, c'est vraiment là-bas que je suis la plus active. C'est pas des résolutions, c'est plus des souhaits personnels et pour mon entourage. Je me souhaite à moi, ma famille, mes proches, mon amoureux, mes amis, la santé, le bonheur, et c'est déjà bien, vu la gueule du monde actuellement, mon dieu. Je suis triste de terminer cette vidéo, et je pense que ce format-là, que ça marche ou pas, c'est un truc que j'aurais trop envie de refaire pour cette année, pour 2026. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, j'espère que cette vidéo annuelle vous aura plu. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vos fêtes se sont bien passées qu'en cette fin d'année 2025 et vous vous souhaitez le meilleur pour l'année à venir. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire votre propre bilan lecture de 2025 et à me dire quel livre vous avez envie de découvrir ou de lire pour 2026. Je ne sais jamais comment finir mes vidéos, c'est une horreur. Juste, merci d'être là, merci de me suivre. Normalement, il y a de belles choses qui arrivent, donc encore une fois, allez me suivre sur Instagram, vraiment. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle année. Prenez soin de vous. On se revoit, je l'espère, en 2026.